La seule chose à laquelle je pouvais penser, parce que je n'aime vraiment pas les catégories, mais la seule chose à laquelle je pouvais penser, c'est inspirant. Et je pense que la musique qui vient du cœur entre parfaitement dans cette catégorie. Un complexe blanc étincelant se dresse sur les champs plats de Chanhassen, Minnesota. Vu de l'extérieur, il ressemble à un siège social d'entreprise, mais à l'intérieur, c'était à la fois une forteresse et une cathédrale d'enregistrement. Paisley Park s'étendait sur 6500 mètres carrés avec 4 studios d'enregistrement, une scène sonore de 1250 mètres carrés et un coffre-fort conçu non pas pour l'argent, mais pour des milliers d'heures de musique inédite. Construit pour environ 10 millions de dollars, il a ouvert en septembre 1987. Les couloirs étaient peints en blanc et lavande, avec des pièces secrètes menant à des salles de montage, un parking souterrain et une scène sonore assez grande pour engloutir un plateau de tournage hollywoodien. Ce n'était pas juste une maison, mais un palais dédié au son. Et pourtant, dans sa conception résidait le paradoxe de Prince, un espace trop vaste pour un seul homme, mais trop intime pour appartenir à quelqu'un d'autre. Il a été construit autant pour tenir le monde à l'écart que pour l'attirer à l'intérieur. Ce contraste devient encore plus frappant quand on se rappelle d'où il venait. Prince Rogers Nelson a grandi dans un foyer modeste de Minneapolis, fils du pianiste John L. Nelson et de la chanteuse Maddie Shaw, dont le mariage a pris fin en 1966. Les appartements sur la 5e avenue Sud ou 8e avenue Nord étaient loin très loin. Des studios au miroir, scènes violettes, chambres partagées ou vastes espaces, le saut semble absurde, mais cette absurdité était voulue. L'empire immobilier s'étendait bien au-delà du Minnesota. À Beverly Hills, il est devenu célèbre comme un locataire perpétuel. Il a loué la maison de Carlos Boozer pour 70 000 dollars par mois, la redécorer à sa façon, changeant les tapis pour des violets et projetant son symbole sur les murs. Boozer était furieux jusqu'à ce que Prince lui fasse un chèque de 95 000 dollars par mois, apaisant la rébellion avec de l'argent pour une autre saison. Il a loué un manoir toscan de 2500 mètres carrés au 77 Beverly Park Lane, dépensant près de 20 000 dollars chaque mois rien que pour y vivre. Malgré la grandeur de Beverly Hills, il ne semblait jamais s'y installer. Les journaux de Los Angeles l'ont appelé « locataire perpétuel », nomade au sommet, sans jamais trouver de foyer dans les collines. L'ironie est mordante. Le garçon, autrefois partagé entre les maisons de ses parents, résistait toujours à la stabilité, même lorsqu'elle s'offrait à lui. En pierre et en stuc, à 20 000 dollars par mois, il achetait lorsque cela avait une valeur symbolique. En 2015, il a acheté la petite maison de 120 mètres carrés utilisée dans Purple Rain, déboursant 117 000 dollars en espèces. Une structure modeste à peine plus grande que ses garages humpés de Beverly Hills, devenue un trophée de son héritage. D'un manoir aux îles turques échaïques, un domaine de 10 chambres avec 495 mètres de façade sur l'océan, à une petite maison de Minneapolis immortalisée au cinéma. L'étendue de ses biens montre à la fois l'ampleur et le sentiment. L'allée pourpre dans les Caraïbes et la modeste maison en bois du Minnesota représentaient les deux extrémités de son empire. Mais il ne s'agissait pas que de maisons. Son garage prolongeait ses contradictions. L'inventaire de la succession mentionnait 18 véhicules, une flotte oscillant entre luxe et nostalgie. Une Buick Wildcat de 1964, une Bentley 2006, une Plymouth Prowler 1999, une Ford Thunderbird 1993, une BMW Z3 1996 et une Lincoln MKT 2011 étaient bangarées ensemble. Même une limousine Cadillac de 1985 et un bus de tournée Provost étaient enregistrés à son nom. Peut-être que les plus emblématiques étaient quant les motos, l'une personnalisée pour Purple Rain, une autre pour Graffiti Bridge et une Honda qui n'a jamais fait la une des journaux. Ensemble, ils ont fait de son garage un musée de vitesse et de style, créant un contraste évident. Prince a grandi sans richesse, ses parents ont divorcé. Pas de voiture te tape à l'œil dans l'allée. Des décennies plus tard, ses clés ouvraient des Bentley et des BMW, passant de pas de voiture du tout à un garage qui aurait pu remplir une concession. Les véhicules étaient prendre plus que de la vanité, ils incarnaient tant la liberté. Le bus Provost rappelle la difficulté des tournées sur des routes interminables qui ont bâti son empire nuit après nuit. La limousine Cadillac, en revanche, raconte une histoire d'excès, même à l'intérieur de son garage. On sent l'oscillation entre bête de somme et trône.
Cette oscillation a trouvé son expression la plus puissante sur scène. Une nuit à Miami, en février 2007, la pluie s'est abattue sur le Dolphin Stadium. C'était le Super Bowl. X-Lan et Prince sont entrés dans l'une des émissions télévisées les plus regardées au monde. Avec une guitare en bandoulière, pour 12 minutes, il a joué sous une pluie battante, terminant avec Purple Rain alors que la foudre zébrait le ciel. L'eau ruisselait le long de ses câbles de guitare et de ses amplificateurs, dont n'importe lequel aurait pu provoquer un court-circuit ou glisser. Mais il a fait de la tempête une mise en scène, pliant la météo à son spectacle. Pour un garçon autrefois frimeur dans les clubs de Minneapolis, l'ampleur était presque incompréhensible. En 1984, il fut le premier artiste à avoir simultanément un film, un album et un single numéro 1. Purple Rain et Quand les colombes pleurent. Là, c'était l'apogée. 74 000 fans dans les tribunes, 93 millions de téléspectateurs. Le ciel lui-même, complice, c'est le genre de spectacle qui est au cœur de la légende de Prince. Une performance impossible à répéter, impossible à reproduire. Un émerveillement qui résonne encore parmi les meilleurs moments et débats de mi-temps. Et pourtant, même dans le rugissement de ce succès, le spectacle n'a pas empêché les blessures de persister, ni les difficultés à venir. Prince n'était pas seulement un artiste, mais aussi un stratège. En 2004, Prince est devenu le musicien le mieux payé au monde, gagnant environ 565 millions de dollars avec la tournée Musicology. Mais il a autant plié l'industrie que sa guitare. Chaque billet de concert comprenait un exemplaire de l'album, gonflant ainsi les chiffres de vente tout en s'assurant que les fans repartent avec plus qu'un simple ticket. Cette tactique a été critiquée dans l'industrie pour avoir contourné les règles des classements. Il a dominé les classements, rempli les stades et encaissé des chèques, mais chaque victoire avait un revers. Il avait longtemps résisté aux normes de l'industrie. En studio, il jouait souvent la plupart ou la totalité des instruments lui-même, refusant de céder le contrôle créatif. Il donnait des interviews où il se moquait des questions sur la famille, insistant « Je ne vis pas dans le passé, même dans la mort ». Sa succession a annulé un documentaire Netflix proposé, invoquant une mauvaise représentation et l'absence de consentement. La position a toujours été la même. Si ce n'était pas sa vision, il ne fallait pas être aussi têtu. L'indépendance a eu un prix. Sa succession est devenue un champ de bataille. L'exécuteur l'a estimé à 82 millions de dollars. L'Internal Revenue Service a soutenu 163. Après 6 ans, la bataille s'est achevée sur 1,564 milliard de dollars. L'argent était réel, mais les coûts l'étaient aussi. La bataille a coûté cher, les frais de justice et administratifs ayant englouti des dizaines de millions de la fortune. Pour chaque palais qu'il construisait, une valeur équivalente à un autre palais glissait entre les mains des avocats. Il est frappant de comparer ces chiffres aux actifs tangibles au moment du décès. C'est bien dans le 254 millions de dollars. La succession a également répertorié 67 lingots d'or d'une valeur de plus de 836 000 dollars. Des centaines de guitares étaient présentes, dont ses clouds personnalisés et les Love Symbol Axes. L'une de ses préférées, la H.S. Anderson Mad Cat, l'a accompagnée pendant des décennies de performances. Une autre, une Vox HDC 77 avec des finitions Blackburst et ivoire blanc, est apparue dans ces dernières années. L'inventaire comptait instruments, maisons, voitures et or, mais le coffre-fort contenait le plus précieux, des milliers d'inédits, bandes maîtresses et enregistrements live. Voici encore l'ironie. Prince a créé un coffre-fort pour conserver sa musique des siècles, mais il a négligé de rédiger un testament pour protéger son héritage. Les chansons perdurent, les guitares restent. Mais le contrôle lui a échappé. Primary Wave a racheté presque la moitié de la succession à des frères et sœurs vendeurs, avec l'appui de tribunaux et d'avocats d'affaires. Ils sont devenus aussi importants dans son histoire que les accords et refrains, mais même là, ces contradictions persistent. Il a dépensé des millions en location temporaire, achetant la plus petite maison pour préserver son héritage. Il possédait des garages remplis de Bentley et Buick Vintage, mais dépendait d'un bus pour ses tournées. Devenu le musicien le mieux payé au monde, il a laissé un chaos juridique qui a englouti des dizaines de millions. Il a construit un palais du son qui est devenu un musée sans lui. Ce suspense demeure. Si le coffre-fort renferme des milliers de chansons, combien reste-t-il encore à découvrir sur la vie de Prince ? Dans le domaine, inventaire, contradictions croissantes. 67 lingots d'or valant plus de 81 000 dollars ont été recensés, aux côtés d'une Plymouth Prowler, d'une limousine Cadillac et même du bus de tournée Provost qui le transportait autrefois de ville en ville.
12 propriétés dans le Minnesota avaient une valeur totale de plus de 25 millions de dollars. Et quelque part derrière des portes en acier se trouvait le coffre-fort contenant des bandes inédites. Aucun expert n'a pu estimer sa valeur, rendant ce coffre-fort légendaire. Enfoui à Paisley Park, il renfermait des heures de performances live, de démos et d'enregistrements maîtres. Après sa mort, le matériel a dû être transféré à Los Angeles pour être conservé dans des conditions climatiques contrôlées. Ironie, il avait bâti une forteresse pour protéger son œuvre, mais même Paisley Park n'a pas pu la préserver toujours. Le secret avait toujours fait partie de sa conception. Il s'est opposé aux maisons de disques, a écrit « esclave » sur sa joue et abandonné son nom pour un symbole. Il se confiait rarement en interview, déclarant un jour à Rolling Stone « Je ne vis pas ». Autrefois, ses cendres étaient replacées dans une urne en forme de Paisley Park, exposée à l'atrium pour les visiteurs avant d'être transférée au coffre-fort. Les contradictions traversaient aussi ses maisons. Il a autrefois vécu dans un manoir de 1300 mètres carrés sur Bridle Path à Toronto, durant son mariage avec Manuela Testellini. Il a acheté la maison de Minneapolis du film Purple Rain pour 117 000 $ en liquide. Il a décoré une propriété aux Caraïbes avec du violet et vue sur l'océan avant de la vendre 108 millions de dollars, puis a continué à louer. Des palais à Beverly Hills à 20 000 $ par mois, plus des décors de scène que des maisons. La même tension a façonné sa vie personnelle. Il a épousé Matty Garcia en 1996, mais leur seul enfant est décédé une semaine après sa naissance. Il s'est remarié en 2001, mais en 2006, ce mariage aussi s'est terminé sans enfant survivant. Le tribunal a désigné ses 6 frères et sœurs comme héritiers, mais même cela s'est fragmenté. 3 d'entre eux ont vendu leur part à Primary Wave, une société musicale qui a fini par contrôler près de la moitié de la succession. L'Empire pourpre a été partagé entre la famille et les gestionnaires d'entreprises, et les batailles ont continué. En 2024, un tribunal du Delaware a interdit à certains héritiers de révoquer les conseillers désignés pour gérer la succession. Après 6 ans de bataille juridique, la valorisation finale a été fixée à 1 564 millions de dollars. Entre-temps, des dizaines de millions ont été engloutis en frais administratifs et juridiques. L'homme, jadis maître de l'industrie, s'est vu dominé par elle à sa mort. Pourtant, son art subsistait. Prince était plus qu'un chanteur ou guitariste, il était souvent un homme orchestre. Sur de nombreux albums, il jouait lui-même presque de tous les instruments. Il possédait plus de 100 guitares, de la H.S. Anderson Mad Cat à ses Cloud Pastel et ses Vox étincelantes favorites. Plus tard, il a appris à ses camarades de groupe que les solos devaient être écrits et mémorisés, pas improvisés. Sur scène, il tordait son visage en grimace, tirant de l'électricité des cordes comme si chaque note était nouvelle. Cette tension, discipline absolue masquée en abandon, rendait ses concerts inoubliables. La performance du Super Bowl. 2007 était devenu légendaire, rejoué dans les moments forts et considéré comme le plus grand spectacle de mi-temps. 12 minutes sous la pluie se sont transformées en quelque chose de plus qu'un concert, un morceau de mémoire culturelle. Aujourd'hui, vivant autant en ligne que dans les souvenirs, même Paisley Park fait désormais partie du spectacle. Le complexe de 10 millions de dollars qui l'enfermait autrefois est aujourd'hui un musée. Ouvert en 2016 avec ses studios préservés, son coffre-fort visible et ses vastes couloirs blancs résonnant seulement des pas des visiteurs. Pour certains, le bâtiment ressemble à une coquille vide, trop silencieux sans lui. Pour d'autres, c'est la chose la plus proche de se tenir à l'intérieur de son imagination. C'est peut-être là le paradoxe de l'histoire de son mode de vie. Prince dépensait pour ses spectacles, sa villa à Beverly Hills, les locations, les retraites aux Caraïbes, des centaines de guitares, mais son véritable empire était fait de sons, de mythes et de vie privée. Sa fortune se comptait en millions, mais elle a été réduite par la succession, les avocats et les impôts. Ses maisons ont été vendues, ses voitures cataloguées, son urne exposée et pourtant la musique continue de s'échapper. Chaque année depuis sa mort, le coffre-fort a livré de nouveaux albums et des éditions de luxe de classiques. Sony et Rhino les ont sortis dans le cadre d'accords de distribution avec les maisons de disques. Ce qu'il voulait garder privé circule désormais d'une façon qu'il n'aurait jamais acceptée. Alors, qu'est-ce que cela laisse derrière un garçon à Minneapolis qui passe d'un petit appartement à l'autre après le divorce de ses parents ? Un homme louait des châteaux à Beverly Hills pour 20 000 $ par mois, achetait des propriétés caribéennes avec des allées violettes, amassait de l'or et gardait un coffre-fort plein de musique. Personne ne pouvait compter une vie racontée en contradiction, en victoire qui se transformait en blessure,
en permanence qui s'avérait éphémère. Prince n'a laissé aucun testament, mais il a transmis une leçon. Le contrôle bâtit un empire, mais peut disparaître après la mort. Ce qui reste, c'est la musique et l'image d'un homme debout sous la pluie. La guitare soulevait la tempête elle-même, se pliant à ses mains.